À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à cette édition sur Numérica Télévision. Tout de suite, les titres. La vie d'écologie encore sous les projecteurs. Elle abrite à partir de ce mercredi 3 jusqu'au jeudi 4 octobre la 30e plénière du cadre du dialogue pour l'investissement durable au Katanga. Qui sera les candidats communs de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre? Numérica TV a promené son micro dans les rues de la capitale pour avoir les avis des Kinois sur cette question. Invité du journal Thierry Mboundi, ministre provincial honoraire de la province de l'Équateur et député provincial du Sud Ubangui. Merci de continuer à nous faire confiance et vous aurez toujours raison. Dans le cadre du dialogue pour l'investissement durable, Katanga organise du 3 au 4 octobre à Kolwezi, dans l'île Olaba, la 30e plénière sous les thèmes enjeux et défis de la production, la transformation et la commercialisation du cobalt de la RDC. Quelle stratégie d'assainissement des chaînes d'approvisionnement du cobalt pour que la nation profite de l'ensemble sur les marchés internationaux? Cette 30e plénière vise les assises des 2 jours auront pour objectif principal l'identification des enjeux et défis liés à l'assainissement de la chaîne d'approvisionnement du cobalt en RDC et proposer des pistes de solutions. Cette 30e plénière vise aussi à susciter un débat franc et objectif sur l'opportunité ou pas de la mise en place des mécanismes de surveillance des chaînes d'approvisionnement responsables. Retour à Kinshasa et direction la Commission électorale nationale indépendante où une réunion est prévue jeudi prochain entre les bureaux de l'organe chargé d'organiser les élections en RDC et les candidats présidents de la République. Selon le rapporteur Jean-Pierre Kalamba, la réunion consistera à évaluer les processus électoraux et à recueillir les recommandations des candidats. Les démarches sur la candidature commune de l'opposition. Que pensent les Kinois? La plupart souhaitent que le leader qui va représenter l'opposition soit en mesure de prendre en charge les besoins réels de la population et qu'il soit surtout rassembleur. La suite en images. Les ténors de l'opposition ont entamé depuis le week-end dernier les discussions dans l'informel sur la désignation d'un candidat commun. Au meeting organisé à l'esplanade du boulevard Triomphal, Jean-Pierre Bimba, Moïse Katumbi et Adolphe Mozito, exclus du processus électoral, avaient appelé que les échanges passent à la vitesse supérieure. Dans les rues de Kinshasa, le candidat commun de l'opposition se veut être rassembleur et compétent selon une certaine opinion. Nous voulons l'opposition donne un candidat unique, mais celui qui doit donner les pourboires au peuple congolais. Et lorsqu'on parle de pourboires, on parle de transport, éducation, santé et puis qu'on donne la population. Le profil d'un candidat commun de l'opposition, il doit premièrement être aimé, que toute la population donne son aval pour ce dernier. Et en début de cela, il doit aussi être compétent. Parce qu'on peut être aimé, mais sans la compétence, cela ne vaut. La candidature unique de l'opposition se jouera donc entre Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou, Freddy Matungulu et Vital Kamerhe, 4 candidats parmi les 21 en lice pour la présidentielle du 23 décembre prochain. Quand on était là-bas au meeting, on a vu que celui qui tenait la pression, c'était Félix Tshisekedi. Bon, on voyait que les autres là parlaient sur lui. Bon, quant à moi, j'aimerais qu'on lui donne un peu confiance, qu'il soit comme candidat commun de l'opposition. Pourquoi pas Vital Kamerhe à son projet de société? Bon, de toutes les façons, Vital Kamerhe, oui, c'était aussi un bon candidat, mais par rapport au Félix Tshisekedi, nous voyons maintenant l'ancrage de Félix par rapport à l'ampleur de l'UDPS. Bon, ça c'est mon choix personnel, hein. Je ne peux pas voir les autres, mais moi je préfère Tshisekedi. C'est de 20 ans, un candidat président de la République s'insurge contre la difficulté d'accès à la télévision nationale. Ils appellent aussi à la Commission électorale nationale indépendante à procéder à l'impression des bulletins de vote papier, seul vote prescrit par les législateurs. Ils dénoncent aussi l'octroi abusif de certains avantages aux candidats FCC avec qui, pourtant, ils doivent avoir les mêmes traitements. Ils l'ont dit à l'occasion d'une déclaration commune faite ce mardi à Kinshasa. Ce communiqué a été consigné par Marie-Josée Ifoku, Pasteur Théodore Ngoï, Sylvain Maurice Macheke, Seti Kouni, Gabriel Moukia, Yves Punga et Radjougou Tebakpo.
Du côté du gouvernement, on qualifie toutes ces accusations d'un procès d'intention. Lambert Mendy, porte-parole du gouvernement, a été joint peu avant le début de ce journal. Je pense que si on fait cette information, avant de quitter Kinshasa et de venir dans la circonstance, suivi une très longue mission. On vous a demandé aussi à ma connaissance de ne pas le Front commun pour le Congo, on a changé, c'est une proposition plutôt. Et donc, je pense que c'est pour cette intention. Je ne peux pas être d'accord avec cette accusation. Chose qui se passe régulièrement, les personnes de courage, cette émission de l'éducateur de Congo, les personnes dans le grade de l'UNES, à la FNC1, à la FNC2, et donc en connaissance, je ne pense pas que rien soit vrai. Oui, nous sommes dans ce travail, moi je fais le mien, je vous dis que je vois aussi le mien, j'ai vu des cabinets de position, j'étais en train de réagir avec la FNC, les étapes d'information, et des conclusions, et vous l'avez dit en fait là. Maintenant, nous savons très bien que le rôle de l'opposition, c'est de vigilance de la majorité, mais de la majorité des vigilances de l'opposition. Mais la réalité n'est pas nécessairement dans un ou dans un autre cas. Je viens de vous donner un exemple où la FNC diffuse des informations où les points de vue des candidats pour l'opposition n'est pas celui de la majorité. Ce n'est qu'un rappel, les prix du carburant ont été réajustés à la pompe. À l'Organisation de défense des droits des consommateurs, on se dit ne pas être surprise, car par cette augmentation du regard du prix de baril de pétrole à l'échelle internationale, du moins la structure déplore le caractère excessif et invite les gouvernements à prendre ses responsabilités pour éviter la grogne sociale. Félix Lunga et Eric Kalambay. Depuis dimanche dernier, le litre d'essence à la pompe se négocie à 2110 francs congolais et celui du gasoil à 2100 francs congolais, soit une majoration de 120 francs congolais. Une hausse jugée excessive à l'Organisation de défense des droits des consommateurs. L'augmentation en fait ne nous surprend pas dans la mesure où déjà au mois d'avril-mai, le baril a atteint le point culminant et ça s'est négocié déjà entre 70 à 80 dollars. Mais ici au Congo, par rapport à la mesure prise par le gouvernement, nous regrettons et puis nous déplorons le caractère excessif de cette augmentation par rapport à la bourse du consommateur congolais. Pour éviter la surchauffe des prix, surtout dans le secteur de transport en commun, le président de l'ODC appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. Lorsque l'on a augmenté le dernier prix, la dernière augmentation, vais-je dire, le gouvernement avait promis de trouver des lignes budgétaires supplémentaires afin de financer la structure de prix du carburant. Mais c'est le moment où le gouvernement devait trouver solution à ça, puisque là, nous sommes même approchés par les sociétés pétrolières, qui sont aussi consommateurs en cette matière. Entre-temps, le ministre de l'économie nationale avait rassuré que cette hausse des prix du carburant à la pompe ne va pas influencer la structure des prix dans le secteur de transport en commun. Donc l'association des chauffeurs du Congo appelait les conducteurs au calme et à ne pas augmenter le prix sans les concertations au préalable avec les autorités compétentes. Économie, politique et santé, ce sont là les sujets que Fanny Kikouf va évoquer pour la suite de ce journal. Justement, l'Organisation mondiale de la santé a lancé hier lundi soir à Genève en Suisse les premières lignes directrices mondiales sur l'assainissement et la santé visant à réduire le nombre annuel de décès par diarrhée. Les lignes directrices de l'OMS sur l'assainissement et la santé sont essentiellement pour assurer la santé et le bien-être de tous. À défaut, des millions de personnes se retrouvent privées de la dignité, de la sécurité et de la commodité de toilettes décentes.
Autre chose, les aliments que nous consommons sont censés nourrir l'organisme et contribuer à son épanouissement. Mais souvent, c'est l'inverse qui se produit, surtout si ces aliments sont mal conservés. Ils deviennent alors toxiques. Plus d'explications avec le professeur Jello Di Panzo. Malgré son importance pour la santé de l'homme, tout aliment peut devenir toxique quand il est mal conservé. Lorsqu'on prépare, eh bien, souvent, on prépare plus qu'il ne faut parce qu'on doit garder. Mais maintenant, supposons que vous n'ayez pas un frigo, vous allez garder ça dehors. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les microbes qui sont dans l'air viennent dans l'aliment que vous avez mis là. Et puis, vous allez voir, le lendemain, supposons le lendemain, vous devez normalement réchauffer. Malheureusement, dans beaucoup de cas, certaines personnes ne réchauffent pas l'aliment comme il faut. L'aliment permet à l'homme d'avoir des nutriments pour son corps. Alors, comment le conserver? Le professeur Jello Di Panzo, toxicologue, donne quelques astuces. D'abord, il faut bien cuire les aliments. Au moment où il est en train de se refroidir, très rapidement, il faut le mettre à l'abri. D'abord, il faut le couvrir. Après l'avoir bien couvert, il faut, dès que ça commence à bien se refroidir, il faut mettre au congélateur. Il faut congeler l'aliment aussi vite que possible, madame. C'est la seule manière pour mettre un aliment à l'abri. La bonne conservation des aliments fait aussi partie de l'hygiène alimentaire. À chacun d'observer leurs règles pour une bonne alimentation, gage d'une bonne santé. Célébration ce mardi 2 octobre de la Journée internationale de la non-violence, une journée proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies. Les précisions avec Marie-Laure Molumba. C'est depuis 2007 que le monde célèbre la Journée internationale de la non-violence. Dans sa réflexion, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies a proposé 8 axes de travail qui sont le renforcement d'une culture de la paix par l'éducation, la promotion et le développement économique et social durable, la promotion et le respect de tous les droits de l'homme, l'égalité entre les femmes et les hommes, la participation démocratique, le développement de compréhension, la tolérance et la solidarité, le soutien de la communication participative et la libre circulation de l'information et des connaissances, mais aussi la promotion de la paix et de la sécurité internationale. En mémoire du père de l'indépendance indienne, c'est un jour de fête nationale dénommé Gandhi Jayati. Autre journée, c'est celle de la musique, célébrée chaque 1er octobre. C'est dans le but de consolider les liens de paix et d'amitié qui unissent les peuples à travers la musique. À l'occasion de cette célébration, nos reporters se sont rendus à l'Institut national des arts. La suite en images. Elle de stress, divertie, avec elle la bonne humeur est au rendez-vous. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas la médecine, le journalisme par exemple? Pour choisir quelque chose, il faut d'abord aimer. Moi j'aime la musique, je suis passionnée de la musique depuis l'enfance. Quand je voyais les gens chanter, je me voyais moi chanter à leur place. La musique c'est quelque chose, il y a. Depuis mon enfance, j'ai chanté. C'est quelque chose, c'est une partie de mon corps. J'aime ça, vraiment, la musique. La journée du 1er octobre mise beaucoup plus sur le professionnalisme des apprenants de cette école. La journée qui a eu lieu hier était focalisée sur le professionnalisme des musiciens qui qualifie évidemment un musicien de ce qu'il fait, évidemment de sa profession. C'est ce qui démontre exactement ce qu'est le musicien, au-delà d'être un amateur comme tous les autres, comme toutes les fêtes que l'on fait. Mais là, c'est vraiment pour ceux du domaine de la profession, ceux qui vraiment se sont engagés de pouvoir faire la musique et d'y rester. La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour, elle donne de la paix à ceux qui sont sans repos, elle console ceux qui pleurent. Et puis
cette question, pourquoi la plupart des parents congolais n'incitent pas leurs enfants à faire de la musique alors qu'apparemment, elle commence à nourrir ceux qui la pratiquent? Élément de réponse dans ce reportage réalisé à l'Institut national des arts. Les études faites influencent la vie professionnelle. La musique pour un apprenant de la filière musicale doit être considérée comme une profession à part entière. En tout cas, ça n'a jamais été facile. Surtout pour notre pays, la musique est prise pour les gens qui sont légers, les gens qui n'ont pas étudié. Et puis des fois, nos parents nous disent pour réussir dans la musique, ça ne demande pas d'aller faire une étude pour ça. Esther Machela, étudiante en préparatoire à l'INA, évoque quelques raisons qui font que les parents n'encouragent pas les enfants à embrasser la musique et aussi les difficultés que ces mêmes enfants rencontrent lorsqu'ils se rebellent. Sur 100% des étudiants qui sont ici, ce sont que 10% qui sont pris en charge par leurs parents. Donc 90% on vient ici, soit on est envoyé par les églises, soit on vient de nous-mêmes. Nos difficultés sont d'abord financières pour payer les frais. Quand tes parents nous disent on ne veut pas de ça, donc tu es obligé de les faire par tes propres moyens. Le problème, ce n'est pas aussi directement les parents, mais c'est ceux qui nous ont précédés. La musique congolaise éduque-t-elle la masse? Dire que le bilan est assez positif cette année 2018 parce que l'on a vu beaucoup de musiciens de l'INA, pourquoi pas, parce qu'ici on parle des professionnels sans vouloir donner une connotation amateur à tous les artistes qui le font aussi bien, mais on a vu beaucoup de professionnels se démarquer, beaucoup aussi s'imposer dans la musique congolaise. La musique, ce n'est pas pour nous, mais quand ça se commercialise, c'est pour le public, c'est le public qui a besoin d'entendre, c'est le public. Ne pas laisser seulement le public s'imposer dans ce qu'eux doivent faire, c'est pas parce que le public veut qu'on puisse chanter l'amour ou tout ce qui est vulgaire qu'on doit donner au public ce qu'il veut, mais on peut apprendre au public d'aimer autre chose de beaucoup plus sain. En sport, l'ASV Club joue sa demi-finale ce mercredi à 20h, heure de Kinshasa, contre l'AS Marseille d'Égypte. Pour cette affiche, les dauphins noirs de la capitale seront privés des Glody Ngonda et Moukoko Tonombe. Les deux joueurs sont blessés d'après le staff médical de l'ASV Club qui compte les récupérer pour les matchs retour prévus le 24 octobre prochain au Stade des Martyrs de Kinshasa. Et aux Pays-Bas, le procès de Laurent Gbagbo a repris hier lundi devant la CPI. Vous le savez déjà, l'ancien président de la Côte d'Ivoire est jugé avec Charles Blé Gudé, l'ancien leader des Jeunes Patriotes. Cette semaine, les avocats de Laurent Gbagbo demandent l'acquittement de leurs clients. Pour eux, l'accusation n'a pas d'éléments pour prouver qu'il y a eu planification des violences. Ce matin, les substituts du procureur persiste dans ces accusations. Il qualifie de central le rôle de l'ancien président ivoirien dans l'élaboration d'un plan pour se maintenir au pouvoir. Pour lui, il était le récipiendaire, le bénéficiaire principal de ce plan. Place à présent à l'invité du journal. Bonsoir, Monsieur Thierry Mbouzé. Bienvenue au plateau de Numérica Télévision. Merci. Alors, comment se porte la province du Sud-Bangui? Tant bien que mal, hein, à l'instar de toutes les provinces démembrées notamment, et que Kinshasa oublie ou abandonne à leur triste sort. Et l'Assemblée provinciale? Dans le même lot, parce que avec les démembrements des provinces, les assemblées également ont été démembrées, donc, et les moyens alloués aux provinces ainsi qu'aux assemblées provinciales ont été simplement divisés par le nombre de provinces démembrées. Et vous imaginez le problème de fonctionnement et de survie des députés provinciaux. Ok, vous vous retrouvez à Kinshasa alors que les travaux ont été ouverts hier. Y avait-il une urgence? L'actualité se passe autant à l'intérieur qu'à Kinshasa. Donc, et c'est ici que les grandes décisions se prennent en prévision des élections hypothétiques que nous attendons tous et que nous souhaitons en tout cas tous pour ce 23 décembre prochain. Vous n'êtes pas en rébellion quand même? En rébellion, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'il y a des travaux qui commencent, vous n'êtes pas là? Non, au niveau des assemblées, nous avons le droit de s'absenter, ou plutôt
la loi prévoit que le député peut s'absenter ou ne participer qu'à un quart des plénières d'une session. Donc c'est prévu. Ok, j'espère que vous allez partir rapidement pour participer à cette session, qui est la dernière notamment. Oui, si vous le dites, hein, parce que s'il y aura élection le 23 décembre, ça sera certainement la dernière session. Quelles sont les matières à traiter dans le cours de cette assemblée? Jusque-là, il y a une conférence des présidents qui doit justement élaborer ces matières. Donc, pour le moment, les députés sont appelés à attendre. Il n'y a rien. Et quelle matière souhaitez-vous qu'on puisse traiter? Comment? Ici, là, maintenant, par rapport à la province? Oui, par rapport à votre province. Eh bien, il y a le problème des infrastructures qui pose de grosses difficultés, ainsi que les moyens à allouer aux provinces. Et ça, c'est une acuité terrible. Ok, vous avez dit ici que vous êtes ici pour voir un peu l'actualité, donc pour vous, il n'y aura pas d'élection? Non, ce n'est pas à moi de décider s'il y aura élection ou pas, mais les conditions actuelles dans lesquelles la CENI voudrait organiser les élections laissent à désirer. Il y a des préalables qui ont été justement présentés par l'opposition, la grande opposition, et il faudrait quand même que nous passions par là avant que ces élections aient lieu. Mais il y a une rencontre jeudi avec les candidats présidents. Oui, mais cette rencontre est prévue de longue date. C'est une habitude, c'est une coutume. Mais ce n'est pas ça qui change le déroulement du processus électoral en soi, avec les problèmes que vous connaissez, la machine à voter qui est contestée, les 10 millions d'électeurs sans empreinte, la logistique qu'on attend. Nous sommes à moins de 90 jours de ces scrutins et il n'y a encore rien qui est là. On se pose des questions. Ok, vous ne serez plus député parce qu'ils ont été recalés par la CENI. Votre réaction? Bon, c'est dommage parce que en 2015, j'ai introduit, enfin la CENI avait programmé des élections provinciales pour lesquelles j'avais postulé et je n'ai jamais été recalé. Et subitement, on me sort un motif... de nationalité? Non, moi, c'est pas ça. On parle d'un problème de condamnation. Condamnation. Alors qu'en 2012, ou plutôt 2015, on n'a pas été question. Il y avait quand même des recours? Oui, on a introduit un recours, mais qui a été balayé au même titre que les 80% des recours introduits par les opposants. Et vous êtes furieux? Furieux, non, mais déçu, oui, et très préoccupé parce que ce processus n'est pas inclusif. On a l'impression qu'on voudrait écarter certaines personnalités pour favoriser d'autres. C'est l'impression qui se dégage de ce processus. Alors, adieu et la politique pour vous? Non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi? Parce que nous avons encore du temps devant nous, et je suis jeune, et la politique, ce n'est pas seulement au niveau des assemblées. On peut faire autre chose tout en étant en politique. Ok, vous êtes étiqueté MLC, bien que vous avez postulé en tant que candidat indépendant. Que pensez-vous de la candidature unique de l'opposition? C'est la chance justement unique pour que ce candidat de l'opposition puisse battre celui du FCC. Parce qu'une opposition plurielle, si elle va en ordre dispersé, c'est sûr qu'elle ne pourra pas remporter l'élection présidentielle. Vous pensez que les leaders peuvent ressortir un candidat commun? Bien sûr, mais c'est l'objet de leurs rencontres, de toutes les rencontres qui se sont déroulées récemment, tant en Belgique qu'ici. Le but, c'est d'abord élaborer un programme de gouvernement, un programme commun, qui sera justement piloté par le candidat commun. C'est pour cela, pour ne pas mettre la charrue avant le bœuf, on élabore d'abord ce programme commun, qui sera ensuite mis en forme par le candidat commun qui sera désigné. Vous êtes du MLC, Jean-Pierre Bemba il ne partira pas au processus électoral. Qui, parmi les restes, qui selon vous peut être les profils d'un candidat commun? En tout cas, il doit être un rassembleur, il doit être un homme pétri de l'expérience et de l'expertise pour gérer ces grands pays. Il doit le connaître et être prêt à servir les intérêts de ce pays. L'expérience de Vital Kamerhe fera l'affaire? Oui, il constitue, en tout
tout cas, il a un bagage d'expérience qui puisse le permettre aussi d'être parmi les lauréats. Alors, pensez-vous très sérieusement les candidats communs de l'opposition va battre les candidats de l'AMP élargis au Front commun pour les Congo? Si les élections se déroulent dans les règles de l'art, c'est-à-dire des élections réellement libres, transparentes et démocratiques, le candidat du FCC ne pourra jamais l'emporter. Je le dis bien jamais et je le dis devant la caméra, jamais. Ok, merci Monsieur Thierry Mboudé d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce mardi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapi Lutouni et commentés par Hermione Nyonvo. Revue de presse. Malgré la réussite du meeting commun, le journal ne croit pas à la candidature commune de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre. Pour ces quotidiens, il sera difficile, pour ne pas dire impossible pour l'opposition, de s'unir pour sortir un programme commun qui devra être porté par le candidat unique. Un avis partagé par Forum des As qui souligne que la classe politique zaïro-congolaise en général et les oppositions, toutes générations confondues, souffrant quasi ontologiquement du même mal qui s'appelle égo surdimensionné. À cause de cette maladie, tout le monde est candidat à tout, même sans avoir le profil de l'emploi. Pendant ces temps, Ramazani Chadari séjourne depuis lundi à Kinshasa. D'après La Prospérité, le candidat du Front commun pour le Congo à la présidentielle prévue à la fin de l'année revient d'Afrique du Sud où il a eu des contacts très fructueux et des hauts niveaux sur le plan politique et économique. De son côté, le Maximum annonce pour ce jeudi 4 octobre à Kinshasa une rencontre entre la Commission électorale nationale indépendante et les candidats présidents de la République. Pour les bi-hebdomadaires, cette rencontre se présente comme le rendez-vous ultime qui décidera de l'avenir politique de la République démocratique du Congo pour les 5 années à venir. Mais à l'approche des scrutins du 23 décembre, deux logiques se tiennent tête. Il s'agit, selon La Prospérité, d'une part, de la majorité complètement d'accord, voire séduite par le processus de l'organe chargé d'organiser les élections en République démocratique du Congo depuis l'entame de son périple pour atteindre cet horizon qui fait pourtant douter des intelligences. Et de l'autre, l'opposition d'accord avec l'idée des élections en décembre, mais pas sans avoir au préalable revu ses conditionnalités. Nous terminons par le Maximum qui s'intéresse au match Al-Marsi V-Club prévu ce mercredi à 21h à Port Saïd. La rencontre est inscrite dans le cadre de demi-finale allée de la Coupe de la CAF. Merci Hermione Nyonvo. C'est la fin de cette édition. Merci mesdames et messieurs de votre fidélité. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.